Bonjour et bienvenue à cette rencontre de l'Association des journalistes parlementaires avec aujourd'hui la présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée pour cette dernière conférence de presse de la session. Rencontre au cours de laquelle nous allons notamment essayer de tirer les enseignements de cette année pas comme les autres à l'Assemblée nationale. Un an après la dissolution et les législatives qui ont abouti à une configuration politique inédite. Parmi les nombreux autres sujets que nous aborderons, il y aura bien sûr la préparation du budget, la situation internationale peut-être aussi. Quelques mots encore pour vous rappeler que notre rencontre est retransmise sur LCP et sur le portail vidéo internet de l'Assemblée nationale. Donc pensez bien, s'il vous plaît, à vous présenter, vous et votre média, lorsque vous poserez une question. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Allez, on commence avec Chantal Didier, avec qui j'ai le plaisir d'animer cette rencontre. Et puis ensuite, le micro circulera dans la salle. Première question, Madame la Présidente. Cette Assemblée nationale travaille beaucoup. Des textes sont votés, beaucoup. Des commissions d'enquête travaillent, beaucoup. Et pourtant, cette session parlementaire laisse une impression, y compris dans ses murs, de confusion et d'inachevé. Quel bilan faites-vous, à votre place, de cette première session de la législature ? Comme vous, un bilan nuancé. Je vais évidemment commencer par le positif. Cette assemblée, moi je me souviens, en 2022, rappelez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on nous disait déjà, alors qu'on était en majorité relative, oh là là, on ne va pas pouvoir fonctionner, il va y avoir uniquement des blocages. En 2024, lorsque l'on a vu ce visage de cette tripartition de l'Assemblée nationale, on s'est dit la même chose en pire. On n'y arrivera pas, ça va être un bordel innommable et cette Assemblée ne va rien pouvoir faire. 1 an plus tard, qu'est-ce qu'on peut constater ? Qu'il y a eu des moments de bordel innommable. Je le dis et je le reconnais, je le vois, je les vis, et vous le vivez, et les Français le voient, et le vivent, et me le disent, me l'écrivent, et me le disent quand ils me rencontrent sur le terrain, partout où je vais dans le territoire. Mais il y a une Assemblée qui a aussi réussi à travailler. Moi, j'ai quelques indicateurs qui me montrent, parce qu'on me dit « Oh là là, mais c'est ta vision, c'est pas vrai », et j'entends tel ou tel responsable politique, Jean-François Copé, pour ne pas le nommer récemment, qui en fait dit « pique-pente de cette Assemblée nationale ». Et là, moi, je ne suis pas d'accord et je me mets en défenseuse de l'Assemblée nationale, pour plusieurs raisons. D'une part, l'Assemblée nationale, c'est celle qu'ont voulu les Français. Donc si on est contre le vote exprimé par les Français, on n'a pas une très haute idée de la démocratie. Moi, j'ai une très haute idée de la démocratie et de ce que nous ont dit les Français. Les Français, ils ont élu chacun des parlementaires qui siègent dans cette Assemblée, qu'ils soient bruyants ou silencieux. C'est le choix des Français. Et donc, il faut le respecter. Après, moi, j'ai des indicateurs parce qu'il faut être très factuel et pragmatique. J'ai 2 organes de pilotage de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents qui se réunit tous les mardis et le bureau de l'Assemblée nationale qui se réunit un peu moins souvent. Bureau où je ne suis pas majoritaire. Certains s'en étaient gargarisés pour dire que nous n'y arriverons pas. Eh bien, moi, je regarde ce qui s'est passé pendant 1 an. Le bureau de l'Assemblée nationale a eu des délibérations extrêmement constructives. Pas plus tard qu'hier, nous avons adopté le budget de l'Assemblée nationale à l'unanimité. Nous en avions fait de même l'année dernière, en septembre, lorsque nous avions, avec retard du fait de la dissolution, adopté le budget de l'Assemblée nationale. Et l'ensemble des délibérations, la quasi-totalité des délibérations de ces organes se déroulent très correctement, très sereinement, avec un vrai climat de dialogue et de construction. Après, je regarde le nombre de textes. Eh bien, le nombre de textes que nous avons adoptés ne diffère pas de ce qui était présenté lors des années précédentes, lors des premières années de mandature. Donc ces indicateurs me montrent, et vous le voyez, l'Assemblée nationale, elle tourne. Après, vous avez raison, il y a cette impression de manque de cap. Ce n'est pas une impression. Et à quoi c'est dû ? C'est dû à quelque chose qui est très notable sous cette mandature, c'est que, en fait, les textes qui sont soumis à l'Assemblée nationale sont beaucoup plus d'initiatives parlementaires que d'initiatives gouvernementales. Or, on le sait bien, quand le gouvernement présente un projet de loi, il y travaille pendant des mois, il rencontre les parlementaires, on y consacre 1 semaine, 10 jours, 15 jours d'ordre du jour, il en fait la promotion dans l'opinion publique et les Français
parlementaires, journalistes savent que l'Assemblée nationale va délibérer sur les questions de sécurité, de justice. Je reprends des grands textes sur lesquels on a délibéré pendant les précédentes mandatures, loi de programmation militaire, etc. Les propositions de loi, par nature, ne sont pas dans ce cadre-là. C'est beaucoup moins structurant. Il y a beaucoup moins d'articles. Il n'y a pas d'études d'impact. Il n'y a pas un plan gouvernemental qui va dérouler le projet, les propositions législatives comme cela se fait dans le cadre d'un projet de loi. Donc c'est vrai que les propositions de loi, c'est moins structurant, ça part davantage dans des directions très différentes et ça manque de cohérence. Et cette absence de lisibilité, je crois qu'elle est principalement due à cela. Après, les propositions de loi, elles ont quelque chose quand même d'extrêmement intéressant pour moi, parlementaire qui représente le peuple, c'est que bien souvent, les propositions de loi, elles sont issues d'échanges avec les citoyens, sur le terrain, dans nos permanences, où tout d'un coup, on se dit, tiens, là, il y a un truc qui ne marche pas, il faut corriger. Et la proposition de loi vient pour corriger quelque chose qui ne marche pas bien. Et là, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et puis, dans mon bilan positif, il y a les semaines transpartisanes, que nous avons décidé de reconduire avec l'ensemble des présidents de groupe à l'unanimité et qui, là, donne lieu à des initiatives, vous savez, nativement portées par la majorité et l'opposition. C'est ce qu'attendent de nous les Français, que nous travaillons ensemble. Eh bien, depuis 2022, à mon initiative, les semaines transpartisanes, elles existent et elles permettent de montrer qu'on arrive à travailler au-delà des clivages ensemble et pour produire des résultats extrêmement concrets, parce que les semaines transpartisanes, c'est la nouvelle définition du viol avec l'intégration du consentement, c'est la fiscalité des Airbnb dont on sait à quel point les villes touristiques en souffrent et vont en souffrir cet été, peut-être un peu moins qu'avant, grâce aux dispositions que l'on a adoptées. Les initiatives transpartisanes, c'est la proposition de loi de Guillaume Garot sur les déserts médicaux. Tout cela, c'est du concret qui change la vie de nos concitoyens ou qui la changera dans un avenir proche. Donc cette Assemblée, elle est à nulle autre pareille, très différente, mais c'est l'Assemblée qu'ont voulu les Français. Et ma mission, mon job, c'est de la faire fonctionner. Jusqu'à présent, un an plus tard, eh bien, je ne peux que constater qu'elle a fonctionné. Parfois bruyamment, parfois avec beaucoup de l'agitation. Je le déplore, mais il faut faire avec et il faut surtout avancer. Chantal. Oui, vous insistez sur le côté positif, ce qui est normal. Vous n'ignorez pas le côté un peu plus nuancé. Pour améliorer ce fonctionnement, si j'ai bien compris, il faut que ce soit le gouvernement. C'est la faute au gouvernement, quoi, le bordel, un peu. Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Je parle du cap. Le cap... On est dans un régime, dans la Ve République, c'est l'exécutif qui fixe le cap. Et c'est donc effectivement par l'intermédiaire de grandes directions, de projets, de plans d'action que ce cap peut être fixé. C'est l'objet d'un discours de politique générale d'un Premier ministre et c'est au gouvernement effectivement d'impulser ce mouvement. Après, le bordel, ce n'est pas le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, quand il y en a. Mais à nouveau, vous êtes des spécialistes de l'Assemblée nationale, vous le savez, regardez l'hémicycle, la plupart du temps, c'est pas le bazar dans l'hémicycle. Moi, j'ai présidé des textes importants, notamment celui sur l'aide à mourir. Il n'y a pas eu le bazar et les députés se sont écoutés de façon respectueuse et nous avons délibéré tout à fait correctement à l'image de ce que ce texte-là attendait de la représentation nationale. Donc il faut être dans la nuance. Il y a des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de moments où l'Assemblée nationale mais pourquoi le gouvernement est exemplaire. Pardon. Pourquoi le gouvernement ne dépose-t-il pas plus de projets de loi alors ? Mais déjà, il faudrait lui demander. Moi, je préside l'Assemblée nationale et je suis très attachée à la séparation des pouvoirs. Et vous aurez remarqué que quand le gouvernement vient dire ce qu'il faut faire à la présidente de l'Assemblée que je suis, je le renvoie dans les cordes. Donc, je ne vais certainement pas faire ce que je n'aime pas qu'on fasse. Donc, pour autant, moi je crois que en fait, moi j'invite le gouvernement à structurer son action avec les parlementaires, à travailler avec les parlementaires de façon native pour construire des projets de loi avec nous, avec les différents groupes politiques. Il faut changer notre façon de travailler. Ça fait des années que je le dis. Il nous faut de la prévisibilité. Donc,
Que va-t-on faire? Sur quoi l'Assemblée nationale va délibérer en décembre 2025 après le budget? Nous ne le savons pas. Dans n'importe quelle démocratie occidentale, il y a un programme de travail fixé à l'année. Ce que l'Assemblée nationale va faire en septembre 2025, nous ne le savons pas précisément. Vous voyez bien qu'on a un problème de capacité à se projeter sur le travail parlementaire. Et ça, c'est un dialogue que nous devons avoir avec le gouvernement. J'en discute avec eux et nous devrions réussir, je l'espère, à fixer des trajectoires de projets de loi qui nous permettent, à nous, parlementaires, de travailler très en amont, d'associer les citoyens, d'associer les experts et que nos concitoyens et que le peuple français puissent voir quelle est la trajectoire que nous suivons sur plusieurs mois. Juste une question, et n'hésitez pas à lever les mains pour que je puisse distribuer la parole. Pour prolonger un petit peu la question de Chantal, est-ce que vous voyez au-delà de ce travail avec le gouvernement d'autres pistes pour améliorer le fonctionnement, que ce soit des réformes de la procédure législative, du règlement de l'Assemblée, du temps d'organisation du Parlement, des efforts conjoints peut-être à faire avec le Sénat? Alors oui, on a une façon de travailler qui est très inadaptée en fait au contexte politique qui est le nôtre. 11 groupes politiques, une assemblée très fragmentée et une assemblée sans aucune majorité. Et il est vrai qu'un certain nombre de nos règles que nous adaptons au fur et à mesure en ce moment même, soit par la pratique, et c'est ce que je disais, on se met d'accord en conférence des présidents pour adopter un certain mode de fonctionnement et jusqu'ici cela a marché. Quand je vous parle des semaines transpartisanes, c'est une décision de la conférence des présidents, avec des présidents qui décident volontairement de s'engager dans ce mouvement. Donc, c'est une petite alerte, ne nous réfugions pas derrière les règles pour ne pas agir. Nous sommes des hommes et des femmes politiques et donc nous pouvons agir et dire, nous pouvons expérimenter, nous pouvons modifier des choses. Nous avons modifié nos semaines de contrôle par un simple accord de président de groupe. Donc, le règlement ne doit pas être un prétexte à l'inaction. Maintenant, cela étant dit, je crois qu'il faut avancer sur une réforme du règlement. Il ne vous aura pas échappé que nous en avons déjà fait deux, certes petites, mais une plus que symbolique sur le vote assis levé, et une autre sur l'ordonnancement d'un certain nombre de votes, sur la compétence de la commission des lois que nous avons retouchée. Donc cela fait deux petites réformes du règlement que nous venons de faire et qui ont été validées par le Conseil constitutionnel. Cela étant dit, moi je veux qu'on avance davantage et j'ai proposé au président de groupe d'avancer et de constituer dès la rentrée prochaine un groupe de travail avec un député par groupe politique que je présiderai évidemment pour pouvoir travailler sur une réforme du règlement. Je veux travailler avec deux axes temporels, un immédiat, que peut-on faire aujourd'hui pour améliorer notre fonctionnement aujourd'hui, et avec un horizon temporel plus loin, parce qu'il y a un certain nombre de sujets que nous avons du mal à aborder lorsque nous sommes dans le chaudron, et donc il faut dépassionner. Et donc j'aimerais que nous puissions aborder un certain nombre de sujets pour adopter une réforme du règlement qui aurait un effet différé et qui pourrait s'appliquer sur la prochaine mandature. Et je mettrai volontiers dans cette réforme du règlement la question des champs de compétences des commissions, la question des renouvellements du bureau, la question des effectifs des groupes. Je veux que tous ces sujets puissent être abordés sereinement par les parlementaires pour voir si nous pourrions améliorer aussi notre fonctionnement pour la mandature suivante, puisque nous ne pouvons jamais le faire sur ces sujets-là une fois que tous les organes sont constitués. Donc ce travail va commencer en septembre. Vous avez évoqué des points sur l'organisation des semaines, etc. Comme vous le savez très bien, c'est de niveau constitutionnel. Et donc là, il faut que le travail soit effectué avec le Sénat. Nous l'avions commencé avec le président Larcher avant la dissolution. Nous pourrions très bien le poursuivre, mais il faut dans ces cas-là aboutir à un consensus extrêmement large sur ces points qui nécessiteraient une réforme constitutionnelle. Il est évidemment plus facile de se mettre d'accord en conférence des présidents, un peu plus difficile d'organiser une réforme du règlement et évidemment encore plus difficile d'aboutir à une réforme constitutionnelle sur ces sujets. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'avancer, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la composition de l'Assemblée nationale, il ne faut rien s'interdire et j'y travaille et je continuerai à y travailler pour que l'Assemblée fonctionne de mieux en mieux. Stéphanie.
Oui, Stéphanie Le Rouge de l'agence France Presse. Parmi les solutions qui sont avancées pour améliorer le travail de l'Assemblée, il y a souvent la proportionnelle qui est perçue comme une manière de sortir de l'affrontement en bloc contre bloc. Le Premier ministre a dit la semaine dernière qu'il souhaitait présenter un texte sur le sujet à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Vous nous avez dit à l'AFP que vous le lui déconseillez. Est-ce que vous pouvez développer pourquoi? Et que pensez-vous de l'issue référendaire? Est-ce que organiser un référendum sur le sujet permettrait d'avancer? Alors, comme vous le savez tous, je me suis exprimée pour un mode de scrutin proportionnel. Moi, j'ai proposé depuis des mois un mode de scrutin mixte, répondant ainsi à ce qui était notre engagement initial en 2017 avec une dose de proportionnel. Et c'est la raison pour laquelle, respectueuse de cet engagement, je proposais un scrutin mixte avec, comme pour nos collègues sénateurs, des députés élus à la proportionnelle dans les départements les plus peuplés et élus avec un scrutin majoritaire sur les départements les moins peuplés. Et on pouvait fixer le seuil de proportionnel à l'issue d'une discussion politique. Cette proposition n'a pas remporté le grand succès que j'escomptais et le Premier ministre est plutôt favorable à une proportionnelle intégrale, dont acte. Ce que je lui ai déconseillé, c'est de faire voter la proportionnelle par des députés qui aujourd'hui s'opposent à son gouvernement et de se passer de l'approbation des députés de son socle. Et parce que je considère que le Premier ministre ne peut pas aller sur un sujet qui est aussi consubstantiel à ce que nous sommes, il ne peut pas s'opposer aux députés qui le soutiennent. Et comme les députés des groupes Horizon, que les députés du groupe la droite républicaine, que les députés EPR se sont en partie prononcés contre, je considère que ça fait beaucoup d'opposition au sein du socle du Premier ministre. Et donc je considère que c'est politiquement difficile de s'opposer à son propre socle. Voilà ce que j'ai dit très clairement au Premier ministre lorsque j'ai discuté avec lui sur ce sujet. Après, s'agissant d'un référendum, moi je suis favorable à l'outil référendaire, vous le savez. Cela fait plus de 20 ans qu'on n'a pas utilisé le référendum en France. Je trouverais dommage que l'on utilise le référendum pour la première fois, donc depuis 20 ans, sur un sujet qui concerne les parlementaires et pas les Français directement. Et j'ai soumis au président de la République d'autres sujets de référendum. Si on faisait des référendums tous les ans, comme je le souhaite, ou tous les 2 ans, évidemment que la proportionnelle pourrait s'inscrire dans ce cadre-là. Mais voilà, je pense que c'est dommage de réutiliser l'outil référendaire sur un tel sujet. Mais bon, comme je suis favorable à l'outil référendaire, si on y va, j'applaudirai des 2 mains, parce que je préfère ça à ne pas faire de référendum. Mais je pense qu'il y a d'autres sujets, et j'ai soumis plusieurs idées qui pourraient être intéressantes. Et enfin, je m'en arrête là, exactement comme pour le règlement, ne nous abritons pas derrière un mode de scrutin pour ne pas travailler ensemble. En fait, parce qu'on dit, avec la proportionnelle, les partis vont mieux coopérer. Mais, en fait, qu'est-ce qui empêche qu'on coopère mieux maintenant? Rien. Rien. C'est la volonté des hommes et des femmes. Et donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, nous, hommes et femmes politiques élus, de dépasser nos clivages partisans pour pouvoir travailler ensemble, se mettre autour de la table et discuter. C'est pour ça que je me suis engagée en 2017. Je crois que c'est plus que jamais urgent pour préparer le budget, par exemple, pour essayer d'avancer pendant les 2 prochaines années. Et donc, n'attendons pas le changement du mode de scrutin et surtout ne nous réfugions pas derrière le mode de scrutin proportionnel pour ne pas agir aujourd'hui, faute de majorité. Frédéric Delpech pour LCI-TF1. Dans votre bilan de la session, vous évoquiez une assemblée pas toujours lisible pour les Français. Il y a 2 points précis sur lesquels je voulais vous poser une question. L'utilisation des motions de rejet, qui semble être devenu un outil parlementaire un peu contradictoire, puisque c'est en général les députés qui votent contre, qui rejettent leur propre texte.
donc les Français ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Et puis les commissions d'enquête qui semblent se multiplier et être devenues des tribunes politiques. Alors il y a la commission Bettara, mais il y a la nouvelle commission sur les liens des partis avec l'islamisme qui a donné lieu à un psychodrame hier. Donc sur ces 2 points, quel est votre avis? Est-ce que ça va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut corriger? Alors, les motions de rejet, c'est quand même très paradoxal, puisque, comme vous le savez, ce n'est pas le gouvernement qui dépose des motions de rejet, c'est les parlementaires. Donc, en fait, c'est les parlementaires qui se tirent une balle dans le pied, qui viennent dire, en fait, nous voulons du débat, mais nous déposons une motion de procédure pour ne pas avoir de débat, et nous la votons. Et une fois qu'elle est votée et que le débat n'a pas lieu, nous nous plaignons du fait qu'il n'y a pas de débat. C'est quand même assez paradoxal. Et puis, on rajoute à cela, parce que c'est ça qui manque pas de sel, c'est qu'on a, dans tous les cas où il y a eu des motions de rejet qui ont été déposées et votées, en fait, le fait générateur, c'est l'obstruction. Donc, on a des parlementaires qui déposent des centaines, voire des milliers d'amendements pour empêcher le débat. Objectivement, ils le savent très bien. Après, ils déposent une motion de rejet qui est votée, et ils vont dire « Ah ben non, mais il ne fallait pas la voter. » Arrêtez. De qui se moque-t-on, franchement? Donc moi, évidemment, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je veux qu'il y ait toujours du débat. Pour la PPL du plomb, par exemple, j'avais essayé d'aboutir à un compromis. J'avais demandé aux parlementaires, aux présidents de groupe, de retirer un certain nombre d'amendements, moyennant quoi les présidents de groupe de la majorité retiraient leur motion de rejet. Je ne suis pas parvenue à aboutir à un compromis parce que les députés de l'opposition n'ont pas souhaité retirer leurs amendements. Partant de là, on ne peut pas se prévaloir de certaines règles à l'Assemblée nationale telles que le droit d'amendement est libre, il est individuel, c'est un droit sacré du parlementaire. Très bien, je le respecte, je l'approuve. Et se plaindre qu'on applique d'autres règles qui sont aussi sacrées, le droit de déposer des motions de rejet et le droit de vote des parlementaires. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je veux du débat à l'Assemblée nationale. Et pour avoir du débat, c'est plus de motions de rejet, mais plus d'obstruction. Tant qu'il y aura encore des centaines, voire des milliers d'amendements qui sont déposés sur des textes, regardez la 69, regardez la PPL audiovisuelle, il y avait des sous-amendements qui étaient déposés en flot continu. Donc ceux qui déposent, ils savent très bien qu'ils empêchent le débat, alors qu'ils ne se plaignent pas. Vous savez, moi je ne veux pas être dans une démocratie où quelques députés peuvent bloquer le cheminement d'un texte législatif. Ça serait extrêmement grave. C'est pour ça que notre règlement, et ce n'est pas nous qui l'avons prévu, a prévu des moyens de faire face à l'obstruction. Et bien les motions de rejet en sont un. Mais à nouveau, j'observe que c'est l'opposition qui fait ceinture et bretelles pour ne pas avoir de débat parlementaire. Elle dépose des amendements d'obstruction et en plus elle dépose des motions de rejet qu'elle vote. C'est un peu paradoxal, vous en conviendrez. Donc je le déplore, mais malheureusement je n'y peux pas grand-chose sauf appeler tout le monde à la responsabilité et au fait de ne pas chercher à obstruer les débats parlementaires. Sur les commissions d'enquête, c'est un droit constitutionnel. Moi, je ne veux évidemment pas revenir dessus. Chaque groupe a le droit à une commission d'enquête parlementaire par an. Maintenant, on voit qu'effectivement, elles sont parfois instrumentalisées à des fins politiques. C'est dommage parce que c'est un formidable outil d'investigation, c'est un formidable outil qui nous permet de regarder, de mettre en cause le fonctionnement des pouvoirs publics. Et donc, ne le détournons pas de cela pour en faire un instrument uniquement politique. Ce serait vraiment dommage et c'est contraire à ce pourquoi elles existent. Mais elles sont vraiment constitutionnellement protégées. Et à nouveau, moi, je suis gardienne de notre démocratie parlementaire. Et donc, j'y suis très attachée en ce qu'elle manifeste le pouvoir de contrôle du Parlement. Edgar. Bonjour Madame la Présidente, Edgar Becquet pour BFM TV. À partir du 8 juillet prochain, à partir de mardi prochain, le chef de l'État pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale s'il le souhaite. Est-ce que vous y seriez favorable et surtout, est-ce que selon vous, cette potentielle nouvelle dissolution permettrait de retrouver une Assemblée un peu plus gouvernable? Merci. Mais à nouveau, elle est très gouvernable, cette Assemblée. En fait, je ne sais pas dans quelle langue il faut que je le dise. Cette Assemblée fonctionne.
c'est pas parce qu'elle est agitée, c'est pas parce que parfois il n'y a pas de cap, c'est pas parce que tout ce qu'on se dit qu'elle ne fonctionne pas. Les résultats sont là, les textes sont votés, les Français peuvent le voir très concrètement. Donc l'Assemblée nationale fonctionne. Donc elle est gouvernable et je le fais. Est-ce que vous m'avez entendu une seule fois baisser les bras et dire que ce n'était plus possible, etc. Jamais. Si c'était le cas, je dirais, je suis franche, je suis sincère, je suis directe. Donc, elle ne l'est pas, elle est gouvernable, c'est une assemblée qui fonctionne. Donc, est-ce qu'il faut faire une nouvelle dissolution? Pour moi, évidemment non, parce que, à nouveau, en fait, il faut tenir compte de ce que disent les Français. Les Français nous ont voulu cette assemblée. À nous de la faire fonctionner, c'est notre boulot, mais c'est notre responsabilité, et j'irai même plus loin, c'est notre devoir. Et donc, moi, je crois, et je le dis à qui veut l'entendre, et j'espère que vous l'aurez entendu aujourd'hui, cette assemblée, nous avons le devoir de la faire fonctionner, nous avons le devoir de continuer. Après, on a des murs devant nous. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas s'y attacher et s'accrocher. Donc, pas de dissolution, pour moi, nécessaire. Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Domenac de Challenge. Deux questions, donc, si vous voulez, qui n'auraient absolument rien à voir. La première, vous l'avez évoqué, discussion budgétaire à venir. Vous avez fait savoir que vous étiez, au fond, favorable à ce qu'on discute aussi des impôts. On vous a immédiatement répondu, ou plus exactement, Laurent Wauquiez, qu'il était hors de question. Donc, je voulais savoir comment vous envisagez le débat dans ces conditions. Est-ce que votre complice de souvent, Gérard Larcher, à votre avis, partage la position de Laurent Wauquiez? Première question. Deuxième question, la présidentielle étant une donnée de plus en plus présente dans les mois à venir, comment vous l'intégrez dans votre réflexion et pour vous-même, comment vous la voyez? Alors, sur le premier point sur la préparation du budget, vous aurez noté que les propositions que j'ai formulées sont des propositions qui ne prévoient pas, c'est pas de la hausse d'impôts, on est sur un rétablissement d'une équité par rapport au point de CSG qui concerne les retraités les plus aisés et à la suppression d'un avantage fiscal de l'abattement des 10%. Je n'ai pas proposé de hausse d'impôts des Français, je n'ai pas proposé de hausse d'impôts de nos entreprises, mais je considère qu'il faut regarder du côté des recettes également. Et ces deux pistes que j'ai proposées permettraient de faire des recettes qui pourraient atteindre pratiquement 4 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, il faut réinterroger l'abattement fiscal des retraités, ce qui permettrait aussi d'avoir quelque chose de très lissé, puisque les retraités les plus fragiles, ne payant pas d'impôts, ne sont pas concernés par cette mesure. Donc, pour moi, il ne s'agit pas de lever des impôts à tout crin, et c'est ce que je dis à mes partenaires et aux Français pour qu'ils comprennent bien ce que j'ai exprimé hier dans les Échos. Concernant, et pour ce que pense Gérard Larcher, je vais évidemment le laisser l'exprimer. Je sais que alors je ne sais pas à quel moment ce sera, mais dans les jours qui viennent, ils vont présenter leurs pistes budgétaires, et donc je vais le laisser évidemment les présenter aux Français et à la presse. Sur la deuxième question, la présidentielle, en fait, évidemment, ça impacte le débat public. On voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup de prises de position des uns et des autres qui est guidée par cette échéance en 2027. C'est leur droit le plus absolu, et c'est normal. Maintenant, ce que moi je déplore, c'est que parfois, ces prises de position viennent obérer cette capacité à se mettre autour de la table pour discuter de ce que l'on va faire pendant les 2 prochaines années. Et là, je trouve que c'est dommage, parce que aujourd'hui, en fait, nous sommes élus, nous sommes aux responsabilités, nous avons le devoir d'agir, comme je l'ai dit, et donc il ne faudrait pas que des ambitions pour dans 2 ans obèrent l'action nécessaire que nous devons avoir aujourd'hui, et c'est malheureusement ce que je constate dans un certain nombre de domaines, et je le déplore. Anita. Anita Holzer pour Atlantico. Vous dites que l'Assemblée fonctionne, c'est vrai, mais elle perd souvent le pouvoir par rapport au Sénat, par le biais des motions de rejet et par le biais des commissions paritaires où personne n'arrive à s'entendre, et finalement, on ne sait...
Excusez-moi, on a 95% de taux favorables de commission mixte paritaire. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de la Ve République. J'ai jamais eu de mandature où on avait un taux positif de commission mixte paritaire. Donc, on ne peut pas dire que personne n'arrive à s'entendre. Au contraire, j'ai jamais vu les députés et les sénateurs aussi bien s'entendre en CMP. Jamais. Jamais. Les chiffres sont là. Hein. Je prends acte. Attendez, je voudrais terminer ma question. Bien sûr, excusez-moi, mais... Non, mais je vous en prie. On a quand même le sentiment que le Sénat prend la main sur les questions, enfin les projets de loi, les propositions de loi plutôt. Et s'il n'y a pas de projet de loi, finalement, c'est au gouvernement qu'il faut s'en prendre. Mais... Alors, excusez-moi pour ce cri du cœur un peu enthousiaste, mais c'est vrai que, en fait, c'est parce que je vois, c'est assez tangible, en fait, le résultat des commissions mixtes paritaires. C'est pour ça que je vous faisais part de ce chiffre. Après, c'est vrai, moi, j'entends beaucoup dire, effectivement, il y a beaucoup de propositions de loi qui viennent du Sénat. C'est vrai. Il y a beaucoup de propositions de loi qui viennent de l'Assemblée nationale aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on a une proposition de loi qui a beaucoup fait parler d'elle, et c'est heureux parce que pour le coup, elle était très structurante. C'est la proposition de loi sur le narcotrafic qui venait de mois et mois de commissions d'enquête parlementaire, justement transpartisane, et qui a réussi à largement rassembler à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a effectivement la Duplon, la Lafont, etc., donc l'agriculture, l'audiovisuel. Mais de notre côté, comme je le disais, on a la proposition de loi, par exemple, sur la parité aux élections locales, qui va faire quand même, c'est le dernier acte, on en a peu parlé, c'est le dernier acte de l'égalité politique en France. C'est le dernier acte. Ça va faire rentrer dans notre pays des milliers de femmes dans les conseils municipaux et dans nos mairies. On a 20% de femmes maires aujourd'hui. Avec cette loi, on va évidemment progresser largement. Eh bien, cette loi, c'est une proposition de loi de l'Assemblée nationale, portée par Élodie Jacquier-Laforge du groupe démocrate, la proposition de loi sur le viol. Airbnb, c'est une proposition de loi Assemblée nationale. Donc, je prends le point sur... Il y a beaucoup de PPL du Sénat, il y en a quand même beaucoup de l'Assemblée nationale, mais à nouveau... En fait, il faut absolument... On a passé un certain nombre de projets de loi qui étaient d'origine gouvernementale et qui étaient des projets de loi qui étaient préparés avant, agriculture, simplification, résilience, etc., qu'on va passer bientôt. Il faut maintenant que le gouvernement réengage pour, et c'est ce qu'on disait tout au début, pour fixer un cap et pour nourrir le calendrier parlementaire sur une année entière, ce que je souhaite, avoir un programme en septembre jusqu'en juin 2026. Je suis peut-être idéaliste, c'est ce qui se passe dans toutes les démocraties du monde, sauf chez nous. Donc ça suffit en fait. On a besoin, vous le dites tous, on a besoin de cap. Il y a une autre proposition de loi qui a été d'origine parlementaire Assemblée nationale, c'est celle sur l'aide à mourir. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, au stade où en sont le texte va être au Sénat après la première lecture à l'Assemblée, est-ce que vous êtes confiante à propos d'une adoption d'ici à la fin du quinquennat? Je suis très confiante. Je suis très confiante. Je suis confiante pourquoi? Parce qu'il y a eu des travaux parlementaires de qualité dans les deux assemblées, ici à l'Assemblée nationale lors des débats et au Sénat lors des travaux préparatoires. Donc je vois que le Parlement se hisse à la hauteur de ce débat crucial pour nos concitoyens. Le Sénat a inscrit ce texte dans un calendrier qui est tout à fait respectueux de l'objectif que nous poursuivons, d'avoir une adoption du texte avant la fin du quinquennat. J'ai même envie de vous dire que moi, le calendrier que j'ai à l'esprit nous permettrait d'adopter ce texte à l'été 2026. C'est un petit peu ce que j'ai comme perspective temporelle. Je crois qu'il faut prendre le temps de la délibération, mais en même temps avancer avec assurance pour enfin pouvoir offrir ce nouveau droit à nos compatriotes. Thierry. Bonjour, Thierry Curté à France 2. Est-ce que vous pensez que la tripartition de la société est véritablement installée et comme elle est à peu près équilibrée, elle semble irréconciliable, d'où les problèmes de l'Assemblée? Comment on sort de ça? Est-ce que la proportionnelle permet de sortir de ça ou pas? Je ne vois pas trop comment.
est-ce que vous vous interrogez vous-même sur pourquoi les députés n'arrivent pas à discuter entre eux quand ils ne sont pas du même camp? Est-ce que l'une des réponses, n'est pas justement due au mode électoral? Ils sont dans leur élection, dans l'affrontement, donc c'est des personnalités qui arrivent ici et qui ne comprennent que l'affrontement. Est-ce que la proportionnelle permettrait par exemple de changer la personnalité des députés avec d'autres types de candidats qui seraient, eux, capables de compromis? Alors ça, personne ne le sait. Ce qui est sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles moi je défends la proportionnelle, c'est que ça permet d'accompagner un changement de culture politique, rentrer dans une logique de coalition, de compromis, plutôt que d'opposition et d'affrontement qui est générée par le scrutin majoritaire, qui n'a qu'un objectif finalement, c'est de remplacer l'autre. Et on en souffre terriblement. On souffre terriblement aussi des grands à-coups que le scrutin majoritaire occasionne, c'est-à-dire que comme on veut remplacer l'autre, eh bien, il faut montrer qu'on est extrêmement différent de l'autre, et une fois qu'on est au pouvoir, on va faire des choses qui sont très différentes. Et en fait, ça donne une politique de l'essuie-glace, vous voyez. Et donc, et ça, c'est pas compatible, je crois, avec les grands enjeux qui sont devant nous, dont on voit à quel point on a besoin de pouvoir se projeter durablement sur des dizaines et des dizaines d'années. Et on ne peut pas avoir des changements de cap sur notre politique énergétique, sur notre système de retraite, sur les questions de défense, tous les 5 ans à l'occasion d'élections où on ferait une alternance politique comme on a l'habitude d'en faire en France. Et donc c'est vrai qu'un scrutin proportionnel permettrait d'avoir davantage des relations politiques plus matures, plus équilibrées, qui vont davantage vers le compromis, etc. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis très favorable à ce mode de scrutin. Pour autant, je considère que le mode de scrutin ne doit pas être un prétexte pour ne pas agir aujourd'hui. Et vous dites, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les députés soient capables de se mettre autour d'une table et de travailler? Eh bien, mes semaines transpartisanes. Les semaines transpartisanes, c'est typiquement ça. C'est des députés qui, puisque l'accès à l'ordre du jour est conditionné par le fait d'appartenir à la majorité et à l'opposition, eh bien, pour accéder à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ils sont obligés de travailler ensemble et de sortir des propositions qui font consensus. Et ils le font. Si vous saviez, pour chaque semaine transpartisane, j'ai pratiquement 40 textes qui sont proposés par les parlementaires, de tous bords politiques. Et des textes qui ont été travaillés avec la majorité et l'opposition. Donc ils y arrivent. Ils y arrivent. Maintenant, il faudrait qu'on puisse le faire sur des textes plus structurants. Moi, j'avais proposé de thématiser les semaines transpartisanes. Ça n'est pas le souhait des présidents de groupe. Et c'est pour ça que c'est ce que j'essaye en ce moment de créer sur les collectivités territoriales. En fait, moi, j'ai proposé au président du Sénat de monter un groupe Assemblée nationale, Sénat, transpartisan, pour se dire, en fait, tous les rapports qu'on a sur les collectivités territoriales, et Dieu sait qu'on en a, qui aujourd'hui servent à caler des étagères dans nos 2 assemblées, qui prennent un peu la poussière parfois, il faut qu'on s'en saisisse. Parce que ça ne peut pas rester un travail vain, d'une part, mais surtout, à un moment où on cherche des économies, je vous rappelle que l'enchevêtrement des compétences, etc., ça a été chiffré par Boris Ravignon récemment à 7,5 milliards d'euros par an. Donc moi, j'ai proposé au président du Sénat qu'on monte un petit groupe de travail de députés transpartisans et qui ait pour objectif de prendre les rapports. Il ne s'agit pas d'inventer des choses, de refaire des milliers d'auditions. On prend les rapports existants dans nos 2 assemblées et on regarde ce sur quoi on peut se mettre d'accord, sur un arc très large, politique. Et si on arrive à se mettre d'accord, dépôt de proposition de loi et on avance. J'en ai parlé au gouvernement qui s'est montré favorable à cette démarche. Et vous voyez, cette démarche-là, ça permet de mettre les gens autour de la table avec des visions parfois différentes pour essayer d'avancer et de continuer à porter des réformes structurantes qui sont porteuses de grandes économies pour notre pays. Et donc, j'espère qu'on pourra lancer ce travail dès la rentrée. Quentin Menu pour Outre-mer la première, j'aimerais vous poser une question sur la Nouvelle-Calédonie. Alors hier, vous étiez à l'Elysée pour le lancement du sommet sur l'avenir du territoire avec Emmanuel Macron. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes très impliqué. Vous êtes allé avec Gérard Larcher sur le territoire l'année dernière. Est-ce que déjà vous saluez la reprise en main du dossier par Emmanuel Macron? Est-ce que c'est l'impulsion qu'il fallait pour qu'on arrive enfin à un accord?
Et le président a parlé hier d'un projet d'État associé avec une période de transition de 15 à 20 ans. Est-ce que pour vous, c'est la solution pour sortir le territoire de la crise? Vous parliez d'une souveraineté partagée avec la France après votre déplacement à Nouméa. Alors, effectivement, et merci de le rappeler, c'est un sujet qui est très important, qui est important pour le président, pour Gérard Larcher, pour moi-même, qui est important pour tous les Français. C'est de la République dont on parle, et c'est un territoire de la République qui vit de grandes difficultés en ce moment, comme tout le monde le sait, économiques, sociales, environnementales, voilà, sur tous les aspects, la Nouvelle-Calédonie ne va pas bien et il faut qu'on avance. Moi, je n'utiliserai pas les termes que vous avez utilisés sur la reprise en main. Ce n'est pas une reprise en main. C'est le fait que tout le monde est autour de la table à nouveau. Nous étions partis en Nouvelle-Calédonie avec Gérard. Notre mission, c'était ça, c'était de dresser la table. Nous avions dressé une petite table avec les responsables politiques. Hier, la table était singulièrement agrandie et c'était heureux parce qu'il faut que tout le monde soit autour de la table pour discuter, même quand on n'est pas d'accord et quand il partage, je crois, beaucoup de choses, voire l'essentiel. C'est important que le président de la République s'implique. Il s'est toujours impliqué. Il s'est toujours impliqué, mais le président de la République, il est garant de la République, du territoire national, et il a la légitimité que lui confère l'élection présidentielle. Et donc c'est normal, c'est essentiel qu'il s'implique. Ensuite, Manuel Valls, évidemment, reste extrêmement impliqué, c'est lui qui conduit les négociations actuellement. Sur l'aboutissement de ces négociations, on voit bien qu'effectivement, il faut trouver des solutions originales. Et beaucoup demandaient au président de la République de s'impliquer, de s'avancer davantage. Ce qu'il a fait hier, il a pris ses responsabilités. Maintenant, nous allons regarder ce que les partenaires vont pouvoir réussir ce sur quoi ils vont réussir à se mettre d'accord. Moi, j'espère en tout cas qu'il y aura un accord. Nous n'avons pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il en va vraiment de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, ils en sont tous conscients. Et moi, j'ai appelé hier, lors de mon intervention à l'Élysée, à ce que chacun, justement, se hisse à la hauteur du moment. Et vous savez, il y a quelques années, j'ai inauguré une salle, Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, à l'Assemblée nationale. Eh bien, que tout le monde se hisse à la hauteur de ses glorieux prédécesseurs et nous parviendrons à trouver un chemin apaisé. Après, je me prononce, j'ai dit comment je voyais les choses, je ne vais pas le redire ici, mais en tout cas, la Nouvelle-Calédonie fait partie de nous et la France fait partie d'elle. Robin. Oui, bonjour, Robin Richardot pour Le Monde. Une question sur les sièges vides, notamment au centre de l'hémicycle. Alors on sait que la vie d'un député ne se résume pas à sa présence en hémicycle, mais quand même ces derniers jours, on a vu entre Grémillé, l'audiovisuel, Mayotte, des rangs particulièrement vides du côté du bloc central. Quel est votre regard là-dessus? Qu'est-ce que ça dit du moral des troupes? Et est-ce que ça ne nuit pas finalement à l'image un petit peu de l'Assemblée et comment on y remédie? Merci beaucoup. Les images de l'hémicycle qui est clairsemé, ça nuit toujours à l'image de l'Assemblée. Et c'est d'ailleurs une des raisons, par exemple, pour lesquelles on a fait basculer tous les débats de contrôle dans la salle Lamartine pour justement éviter ces images vides qui étaient structurellement vides dans l'hémicycle. Après, sur un certain nombre de textes, effectivement, il y a la présence est assez faible, on ne peut que le constater. Je crois vraiment qu'il faut donner des perspectives et donner à chacun finalement des capacités à s'investir sur des textes. Et c'est vrai que quand c'est des textes qui nous arrivent comme ça, au dernier moment, d'initiatives sénatoriales, etc., les parlementaires sont beaucoup moins impliqués dans le travail en amont et dans le portage du texte. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les parlementaires du socle commun peuvent se sentir moins présents dans l'hémicycle, et c'est ce que vous avez constaté. Maintenant, et puis l'opposition finalement est plus mobilisatrice pour les parlementaires, et on le constate également. Et donc il faut que nous réussissions collectivement à créer les raisons d'être là. Et les raisons d'être là, c'est
la fierté d'avoir un programme à mettre en œuvre avec des projets structurants pour nos compatriotes, une association dès l'origine pour construire ces projets ensemble, pouvoir les porter dans nos circonscriptions et les porter fièrement à l'Assemblée nationale. Ça ne me paraît pas inatteignable comme objectif. En tout cas, je crois que c'est crucial pour l'année, la session ordinaire qui va s'ouvrir en octobre. Tam. Tam Tranui à Public Sénat. Bonjour. C'est compliqué au sein du socle commun entre le bloc central et LR, notamment dernièrement sur la question énergétique. Quel regard portez-vous sur cette tribune co-signée par François-Xavier Bellamy, Bruno Retailleau, Julien Aubert, qui appelle à ne plus avoir de financement public pour le renouvelable et largement privilégier le nucléaire, ce qui n'est pas la position du gouvernement, dont Bruno Retailleau, cela ne vous aura pas échappé, est membre. Après, moi, je laisserai le gouvernement à ses affaires polyphoniques, c'est comme ça qu'ils les appellent. Voilà, je suis pas dans ça. En revanche, je considère que c'est une grave erreur d'abandonner le développement des énergies renouvelables. En fait, il ne faut pas regarder le monde tel qu'il est pour considérer que ces énergies renouvelables sont une option. Et je peux vous dire, moi je reviens de Chine, je peux vous dire qu'en Chine, ils ne considèrent pas que le mix énergétique est une option. Ils développent à une vitesse ahurissante leur champ de photovoltaïque et leur champ d'éolien, en plus de leur énergie nucléaire et en plus, malheureusement, de leur centrale à charbon. Ils ont un mix énergétique plus large que nous, mais ils sont dans le mix. Et donc, considérer aujourd'hui qu'il faut avoir une seule source d'énergie est une aberration. C'est une aberration parce que je ne crois pas que ce soit viable et c'est même dangereux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il faut résolument continuer à investir sur le renouvelable, résolument investir sur l'énergie électrique durable avec nos batteries en plus électriques pour donc continuer à investir sur notre parc automobile, etc., etc. Mais surtout, ne pas inverser la tendance. Et là aussi, avoir un cap. Ça n'est pas possible de revenir comme ça et d'avoir des zigzags sur des investissements qui portent sur des dizaines et des dizaines d'années. Ça n'est pas possible et ça n'est pas responsable. Émile. Oui, bonjour Madame la Présidente. Émile Mallet, la revue Passage. Depuis le début de cet entretien, il y a un décalage dans vos propos entre la réalité et le ressenti des Français. Si on se déporte de l'Assemblée nationale au niveau de l'État de la France, on s'aperçoit que la situation financière ne s'améliore pas, que la réindustrialisation ne fonctionne pas, que la situation énergétique est coincée et que le combat pour l'antisémitisme n'arrive pas à trouver une véritable résistance. Est-ce que vous ne pensez pas que ce décalage est quotidien? Regardez, aujourd'hui, les chiffres ont été donnés concernant le tourisme. On nous a fait dire qu'après les Jeux Olympiques, notre pays serait très attractif. Les chiffres donnés aujourd'hui, c'est que l'Espagne fait 45% en plus de rentrée d'argent que la France, alors qu'on nous disait que la France est le premier pays touristique. Est-ce que ce décalage-là, sur l'état de la France et ce qu'en disent ses représentants, est-ce que ce n'est pas ça qui nourrit plus qu'un scepticisme au sein de la population? Cher monsieur, est-ce que vous m'avez entendu parler de l'état de la France depuis 3/4 d'heure? Vous m'avez tous interrogé sur la politique et sur l'Assemblée nationale. Je vous ai parlé de la politique et de l'Assemblée nationale. Vous ne m'avez pas interrogé sur l'état de la France. Et donc, considérer que l'Assemblée nationale est le centre de la France, eh bien moi je ne le fais pas. Donc en fait, l'action, on parle du tourisme. L'Assemblée nationale n'a aucun rôle à jouer dans l'animation touristique de notre pays. Moi je veux bien, moi je réponds à vos questions et donc ne considérez pas que parce que je considère que l'Assemblée nationale
tourne et produit ce qu'elle doit produire, que je ne vois pas ce qui se passe en France, que tout va bien dans notre pays, mais je réponds juste à vos questions. Moi, je suis la seule présidente de l'Assemblée nationale depuis le début de la Ve République à aller sur le terrain à ce point. J'ai fait plus de 60 déplacements, partout en France, dans nos outre-mer, dans l'Hexagone. Donc je vois bien ce qui se passe en France. J'écoute les Français, ils me le disent, mais ils me disent, moi je suis une femme de nuance, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais les Français, et quand on se promène en France, oui, on peut être fier aussi d'être Français. Arrêtons aussi ce déclinisme total où on considère que tout va mal et que la situation de notre pays est catastrophique. On a des formidables atouts et on a un pays qui a des richesses incroyables. Vous parlez du tourisme, mais on peut parler de nos capacités industrielles, par exemple. Oui, l'industrie ne va pas bien. Tout ne passe pas par l'Assemblée nationale, hein. Après, on voit que depuis 10 ans, on a une politique industrielle. On essaye, et on y arrive, de recréer de l'emploi industriel, de réouvrir des usines. Les chiffres le montrent. Maintenant, on fait face à des décennies de destruction d'emplois industriels. Vous ne remontez pas des filières en un claquement de main. Personne n'a de baguette magique, ça demande un effort colossal. Eh bien, cet effort colossal, il faut qu'on le fasse ensemble. Et donc, si on dit tous c'est foutu, la France va mal, etc., on n'y arrivera pas. Moi, je suis optimiste, je suis réaliste. Je pense qu'il y a des choses que l'on peut faire. C'est dans nos mains, agissons. Et tout ne dépend pas de l'Assemblée nationale. Dans notre pays, nous ne sommes pas un régime parlementaire. On peut en parler de ce régime parlementaire, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ne faisons pas tout reposer sur l'Assemblée nationale. Oui ? Et le peuple constate ce que je viens de vous dire. Moi, c'est pas ce qu'il ne me dit. En 2017, l'industrie représentait 9% du PNB. Aujourd'hui, c'est 9%. L'Allemagne est à 21% et l'Italie à 15%. Alors, où sont les progrès ? Il y a des progrès en nombre d'usines réouvertes. Les chiffres, vous donnez un indicateur, il y en a évidemment d'autres, mais ça n'est pas facile de remonter des filières industrielles, mais on s'y est attelé, ça ne date pas d'hier et c'est compliqué. Et maintenant vous dites le peuple ne voit pas ça, le peuple ne voit pas ça, vous ne représentez pas le peuple, je le représente et le peuple est très varié. Moi j'en ai marre aussi qu'on dise le peuple dit ça, le peuple pense ça. Le peuple, il est nuancé, comme vous, comme moi, et donc ne tirons pas non plus, ne nous abritons pas derrière le peuple pour pouvoir avoir des conclusions aussi catégoriques que celles que vous avez aujourd'hui. Excusez-moi, je suis un peu énervée, mais... On entend vos convictions. En fait, voilà, je suis passionnée par ce que je fais et par le mandat qui m'occupe. Veuillez m'excuser de cet enthousiasme débordant. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. On va essayer de prendre encore quelques questions. François et puis Stanislas. François Gervais, Horizon Politique. Vous êtes très investi avec M. Larcher sur le sort de Boualem Sansal. Généralement, on attend un geste du président algérien le 5 juillet. Sinon, s'il n'y a rien, est-ce que vous êtes favorable à une riposte graduée qui ferait rentrer la France et l'Algérie dans une crise durable? Écoutez, oui, nous sommes très mobilisés avec le président du Sénat. Nous demandons la libération de Boualem Sansal et nous l'espérons et nous l'attendons. Et donc... Voilà, nous regarderons ce qui va se passer dans les jours qui viennent. J'espère que le meilleur est à venir parce que je ne voudrais pas effectivement que les relations entre nos deux pays, qui sont des relations ancestrales, continuent à pâtir de cette situation. On voit bien aussi que beaucoup de compatriotes français qui ont des relations familiales en Algérie en souffrent aussi de ces relations tendues entre nos deux pays. Donc il faut tout faire pour que ça s'apaise. Et évidemment, la libération de Boualem Sansal participerait à cet apaisement et c'est ce que je souhaite et ce que nous souhaitons aujourd'hui. Nous verrons ce qui se passera ensuite, mais en tout cas, moi j'appelle à cet apaisement et donc j'appelle à la libération de façon rapide. Un mot aussi,
leurs portraits sont exposés devant l'Assemblée nationale à propos de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont emprisonnés en Iran. Que peut faire la France? Que peut faire la diplomatie parlementaire pour eux? Eh bien, voilà, vous l'avez rappelé, pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée nationale, nous avons affiché leurs portraits, des portraits d'otages, de Français retenus de façon illégale dans un pays étranger. Et c'était un geste extrêmement important pour montrer que l'Assemblée nationale et ses représentants du peuple sont avec chaque Français qui subit ce type de situation. C'était important pour les familles aussi, elles nous l'avaient demandé. Elles ont besoin de savoir que les Français se mobilisent pour eux et que nous ne les oublions pas, c'est vital. Et puis il faut que la diplomatie, et elle le fait, fasse le maximum d'efforts. Je sais que le quai est très mobilisé, que le président de la République est très mobilisé. Il faut continuer à accentuer la pression, il faut obtenir la libération de nos otages qui en plus sont détenus, Cécile et Jacques, dans des conditions dont on sait à quel point elles sont dures et vraiment douloureuses. Et donc nous les attendons sur le sol de la République française et j'espère qu'un jour prochain nous aurons le plaisir de décrocher avec eux leur portrait. Stanislas Noyer, l'aide de l'expansion. Je crois que les travaux vont bientôt commencer dans un pavillon. On va d'abord détruire le pavillon existant pour y construire un espace d'accueil. J'ai vu un ou deux articles qui laissent penser qu'il peut y avoir un début de polémique sur la qualité architecturale de ces travaux. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Mais c'est le genre de polémique qui me stupéfait parce que, vous voyez, c'est parti très rapidement sur un projet qui a 20 ans d'âge et dont on vient nous expliquer qu'il a été fait en catimini. Et donc c'est stupéfiant parce qu'il y a des arrangements avec la vérité qui quand même m'interpellent beaucoup et sur la qualité du débat public, que ce soit là-dessus ou sur d'autres sujets. Donc ce projet, il date d'il y a plus de 20 ans. C'est un projet qui a été voulu par tous mes prédécesseurs, gauche, droite, peu importe les alternances. Pourquoi ? Parce qu'on accueille le public et toute personne qui est venue un jour à l'Assemblée nationale sait que nous accueillons le public dans des conditions déplorables, et je pèse mes mots, dans des conditions de sécurité très légères, avec des groupes qui attendent dans la rue, avec aucun espace pour les enfants, pour poser leurs affaires, pour déjeuner quand ils viennent de loin. Mon souhait, c'est que chaque enfant de France vienne à l'Assemblée nationale découvrir l'institution, et ils le font malheureusement dans des conditions qui ne sont vraiment pas celles qui soient dignes d'une démocratie. Donc ça fait 20 ans que ce constat est partagé par tout le monde. Nous avons construit ce projet de nouvel accueil du public qui est partagé, qui a été adopté à l'unanimité par 2 bureaux successifs sous ma présidence, le bureau entre 2022 et 2024, puis le bureau où j'étais minoritaire. Et non, mais pour vous dire que ça fait un consensus transpartisan, ce projet. Et après, j'entends que le choix architectural ne convenait pas à certains, mais c'est un choix architectural qui a été réalisé dans des conditions très transparentes, avec un concours d'architectes qui a été lancé, avec 4 projets initiaux qui ont été retenus, et il y avait 3 collèges pour déterminer le vainqueur. Un collège composé de personnalités de l'Assemblée nationale, mais des fonctionnaires qui s'occupent du patrimoine, etc., pour s'assurer que le projet correspondait aux besoins de l'Assemblée nationale. Un collège fait d'experts extérieurs, architectes des bâtiments de France, grands architectes, experts du patrimoine, etc. Et un collège que j'avais souhaité composé des anciens présidents de l'Assemblée nationale, tous bords confondus, et personnalités qualifiées extérieures. Vous aurez noté que je ne figurais dans aucun des collèges et qu'aucun député élu ne figurait dans aucun des collèges. C'était un choix de ma part. Et les 3 collèges ont décidé, à des très larges majorités, de choisir ce projet architectural que je trouve particulièrement réussi, mais il a été choisi dans des conditions de transparence absolue. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des personnes qui aujourd'hui disent « ah ben, ça ne me plaît pas, je préférais tel ou tel autre projet », mais en fait,
oui, chacun peut avoir son avis et chaque avis est légitime. Mais j'ai fait, et nous avons fait avec les questeurs, exprès de faire en sorte que le choix soit fait de la façon la plus transparente et la plus collégiale possible et la plus exemplaire pour justement que ce ne soit pas le fait du prince. Vous voyez, on aurait pu dire, ah, c'est le choix d'Yaël Braun-Pivet, mais pas du tout. Je n'étais membre d'aucun collège, mais en tout cas, moi, je me réjouis de cet accueil du public. Pourquoi? Parce que demain, on aura un accueil qui pourra faire de l'explication sur ce qu'est l'Assemblée nationale, de l'explication sur l'état de droit, sur les valeurs de notre République, sur le fonctionnement de notre démocratie parlementaire. Nulle part en France, vous n'avez un tel lieu. Et lorsqu'on voit que les Français ont de la défiance vis-à-vis des institutions, de la défiance vis-à-vis des hommes et des femmes politiques, eh bien créer un tel lieu accessible, gratuitement, au public, eh bien, je crois que c'est majeur pour notre démocratie. Je suis très fière de pouvoir conduire ce projet dans la continuité de tous mes prédécesseurs qui ont souhaité faire de l'Assemblée nationale un lieu plus ouvert à nos concitoyens et à nos concitoyennes. Voilà, l'ouverture de l'Assemblée nationale au public, aux Français, aux citoyens, ce sera le mot de la fin. On aurait pu encore vous poser beaucoup d'autres questions. La prochaine fois, on prévoira 2 heures. Merci Yaël Braun-Pivet d'avoir accepté cette invitation à notre conférence de presse et bonne suite de programme sur les chaînes parlementaires. Merci à tous.